C'est la nouvelle cible d'Emmanuel Macron, nos écrans. Le président veut qu'on reprenne le contrôle sur ces écrans, notamment pour protéger les plus jeunes. Mais ces écrans, est-ce que c'est vraiment un si grand danger que ça pour nos enfants? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Séverine Erel. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Alors, tu es maîtresse de conférences en psychologie cognitive à l'université Rennes 2. Merci d'être avec nous dans Métadonnées pour qu'on revienne sur ce très vaste sujet abordé par le président de la République il y a quelques jours pendant sa conférence de presse. Et puis, pour être tout à fait transparent, en fait, on s'est déjà parlé cette semaine parce que j'ai été amené à en parler déjà en plateau sur BFM TV, à écrire un article. Puis je me suis dit quand même, on avait discuté un peu plus longuement et je me suis dit que ça valait quand même le coup de prendre, allez, 25-30 minutes pour vraiment revenir sur ce sujet qui mériterait d'ailleurs beaucoup plus. Mais enfin voilà, comme c'est un peu le cœur de l'actualité cette semaine, je trouvais que c'était important de revenir sur ce sujet. Il y a beaucoup de fantasmes, mais aussi beaucoup de choses très intéressantes à raconter. Donc merci encore d'être avec nous. Alors déjà, je voudrais revenir sur une annonce du président, d'Emmanuel Macron, puisque évidemment, il a parlé des effets des écrans sur les plus jeunes. Et puis, il a fait quand même une annonce. Il n'y a pas beaucoup d'annonces concrètes, mais une annonce, c'est un comité d'experts qui a été formé début janvier et qui devrait rendre des conclusions en mars pour trouver ce qu'il appelle une sorte de consensus scientifique autour des effets des écrans sur les plus jeunes. Je voulais savoir ce que tu en pensais déjà de ce comité d'experts. Alors, du comité d'experts en soi, enfin, moi, c'est difficile de me prononcer sur la qualité du comité d'experts parce que comme, je le disais, sur le comité d'experts, il y a au moins 2 personnes que je connais très bien qui sont, Mm, Jonathan Bernard et Grégoire Bors, qui sont des chercheurs de qualité. Donc, mm. Grégoire en psychologie cognitive, psychologie du développement en neurosciences et Jonathan plutôt en épidémio. Il y a Célia que j'ai découvert très récemment aussi, Célia Zolinski qui fait, plutôt du droit et qui me semble aussi, très pertinente. Et les autres personnes, je ne les connais pas bien. Mm. Par contre, dans ce comité, je suis assez étonnée de trouver, une start-up autour du contrôle parental. Donc c'est, voilà, enfin, je pense pas que on parle ici d'un expert scientifique. Mm. Donc, d'où la Oui. difficulté qui est d'avoir un jour un consensus scientifique avec ce comité. Je pense pas que ce soit réellement la vocation de ce comité. Bah, c'est un peu l'effet Startup Nation, quoi. Il faut avoir une startup quelque Voilà. part, mais bon. Ouais. Mais le problème de ce comité et ce qui m'ennuie particulièrement, c'est qu'on ne retrouve, aucun, sociologue, ni aucun, anthropologue des usages. Moi, pour avoir l'habitude de travailler avec eux, donc, moi, à titre personnel, je suis très contente que Grégoire, soit là comme représentant de la psychologie, cognitive. Mais, je trouve ça étonnant effectivement de ne pas donner la parole à ceux qui évaluent les usages et qui connaissent en fait les usages, des enfants et des adolescents en France aujourd'hui. Donc des gens comme, Dominique Pasquier ou, Anne Cordier avec qui, j'ai coordonné, Ouais. notre ouvrage sur les enfants et les écrans. Et ça, je trouve que c'est vraiment, un truc, enfin, c'est un message un peu étrange, d'autant que, ben, le comité en lui-même est présidé par un addicto et une neurologue. Donc ça envoie un message, très pathologisant, alors que, Ouais. aujourd'hui, les usages du numérique, on ne peut pas les réduire simplement, aux problèmes de pathologie. Il y a aussi, des usages de socialisation, des usages d'émancipation et d'affirmation. Donc voilà. Oui, c'est-à-dire que ça semble assez politique pour répondre à une question. C'est une façon de parler. Souvent, est-ce qu'on est accro à nos smartphones? Sauf qu'en fait, comme tu l'expliques, il n'y a pas uniquement une question d'addictologie. On en avait d'ailleurs parlé sur les jeux vidéo avec Vanessa Lalo il y a quelques mois dans Métadonnées. Donc pour toi, ça paraît, évidemment, tu ne remets pas en cause la qualité des experts pour ceux qui sont experts scientifiques, mais ça te semble un peu incomplet, on va dire. Ben, je trouve que c'est un comité où, ben, la parole des usagers, au final, c'est un peu ça, hein, ne sera Mm. pas pris en compte. Et après, sur la question de l'éducation aux médias, il aurait été aussi pertinent d'ajouter quelqu'un qui connaît vraiment, en fait, ces questions-là. Et Mm. Canopé, ben, c'est quelqu'un qui fournit des ressources pédagogiques, mais, à ma connaissance, c'est pas eux qui font l'éducation aux médias. Donc il manque vraiment une personne représentative de l'éducation nationale pour travailler sur ce type de programme et les renforcer comme c'est nécessaire aujourd'hui et comme, beaucoup d'entre nous, dont moi et Anne Cordier, le souhaitent. Il a parlé, Emmanuel Macron, d'un consensus scientifique d'ici 3 mois, enfin en mars, donc ça fait même pas 3 mois. Je me suis renseigné, donc j'ai pu discuter avec toi, j'ai discuté pardon, avec d'autres experts et expertes. Ça fait quand même un moment que les scientifiques travaillent sur ces sujets-là.
Alors, ça fait un moment que les scientifiques travaillent sur ce sujet-là et l'annonce d'un consensus scientifique, comme je le disais, moi, à mon sens, est assez, surprenante. D'une part, il me semble que ce n'est pas aux politiques de demander un consensus scientifique. Le travail de la science, c'est pas le travail des politiques, en fait. C'est deux choses différentes. Donc exiger un consensus scientifique, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça doit reposer sur des données et ça arrive au bout d'un travail, conséquent avec des publications de qualité et des méta-analyses et ensuite du dialogue éventuellement d'experts. Mais demander un consensus scientifique dans 2 mois ou exiger un consensus scientifique dans 2 mois, pour moi, en fait, c'est un peu étrange. Normalement, la science se fait en dehors des aspects politiques. Après, Ouais. demander un consensus scientifique, avec le comité, qui est réuni là, ça me paraît encore plus étrange. En 2 mois et demi, ça me paraît encore plus étrange parce qu'arriver à un consensus scientifique, ça veut dire qu'on a plein de publications, ça veut dire que derrière, on va avoir des analyses systématiques et cetera. Donc pour moi, c'est vraiment un effet d'annonce. À la rigueur, il peut me demander un avis ou des recommandations, mais un consensus scientifique, à mon sens, c'est un peu ambitieux et clairement, la manière dont il a cadré la demande ne permettra pas d'arriver à un consensus scientifique sur les écrans. Disons que j'imagine que l'idée de ce comité d'experts, c'est évidemment pas de recréer un consensus scientifique et de refaire des études, mais c'est peut-être plus de pas de trouver un consensus scientifique, mais éventuellement d'éclairer le politique sur l'existence ou non d'un ou plusieurs consensus scientifiques selon les différents usages des smartphones. C'est peut-être en fait plus un état des lieux d'ailleurs qu'un consensus scientifique. Ça fait moins bien peut-être de le dire comme ça. Oui, ça fait sûrement moins bien, c'est pour ça que je parle d'effet d'annonce, en fait. Mais s'il veut un avis, je pense que des gens comme, Grégoire ou Jonathan ou même, Célia sont tout à fait, en capacité de fournir un avis sur, l'état, en fait, Célia sûrement du droit, Grégoire, et Jonathan plutôt sur, les aspects, santé Alors, mentale reliés. je veux bien que tu définisses. Oui, tu donnes les prénoms, mais je veux bien que tu définisses. Alors, quand tu dis Jonathan, il me semble que c'est un chercheur du CNRS. Et c'est un épidémio. Il fait de C'est un épidémiologiste. l'épidémiologie, il s'intéresse, à la question de la santé et notamment, il a publié, plusieurs articles, sur le lien entre numérique et développement cognitif, des enfants ou développement langagier ou capacité, graphique des enfants et Alors, donc oui, c'est il je travaille cite le. avec, Elf. C'est ça, alors voilà, justement, ça c'est important, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu chez les experts que j'ai consultés, c'est cette fameuse étude sur la cohorte ELF, qui est une cohorte de milliers d'enfants, et qui revient assez souvent, justement, alors ça date d'il y a à peu près 10 ans, je crois, hein, puisque, plus que ça, puisque c'est des enfants nés en 2011, il me semble, Oui, c'est ça. et qui permet, qui est vraiment, alors qui est une étude française, et qui permet déjà de tirer certaines informations très intéressantes sur les effets des écrans sur les plus jeunes. En fait, sur les études qu'il a menées, à la fois sur le développement cognitif, mais également sur les compétences graphiques, donc qui est sorti très récemment. Les conclusions, elles peuvent se résumer à, les différences que l'on observe entre les individus ne sont pas tant des différences d'écran, mais plutôt des différences liées à des inégalités sociales. Donc dans les études, globalement, ils mesurent le temps écran et les effets que, ça peut avoir, plus tard sur, par exemple, le développement cognitif ou sur les capacités de langage. Donc au premier abord, ils observent bien des associations entre le temps écran et ces différentes variables, donc capacité graphique, compétences graphiques ou compétences cognitives et Quand tu quand dis compétences graphiques, c'est capacité à à, dessiner à correctement, dessiner. un bonhomme, Do- à l'âge, Donc, où ils doivent le dessiner correctement, en fait. donc juste pour récapituler, cette étude ELF, en fait, donc on a suivi 20 000 enfants, on a regardé ceux qui utilisaient plus ou moins souvent un écran, et puis ensuite on a Voilà. regardé ce qu'ils savaient faire ou pas à tel âge, quoi. Voilà et en fait, quand on retrouve bien des associations significatives entre la consommation d'écran et les compétences, en fait, qu'ils doivent avoir à certain âge. Donc plus ils ont d'écran, moins visiblement, ils ont plus ils enfin, moins ils ont de capacité, à dessiner correctement ou moins ils ont, en fait, de capacité enfin, ils ont une légère baisse des capacités cognitives. Mais par contre, quand on contrôle les facteurs, socio-économiques, cette association disparaît. Ce qui signifie que cette association, en fait, elle est entre écran et compétences des enfants, elle relève essentiellement des inégalités, socio-économiques et pas nécessairement de l'écran. L'écran étant une sorte de symptôme, en fait,
de ces inégalités socio-économiques. Et quand on Donc, contrôle ces inégalités, les effets des écrans sur le développement cognitif et sur les compétences graphiques, enfin les associations entre écran et compétences graphiques et développement cognitif tendent à devenir très très faibles, voire même disparaissent. d'accord, donc en fait, ce que tu me dis, c'est que finalement, le fait d'être devant un écran, c'est un symptôme et que finalement, chez les enfants qui peuvent être, dans des familles qui connaissent certaines difficultés ou des familles monoparentales, où finalement, on les met alors évidemment, je ne veux c'est évidemment pas du tout pour stigmatiser les parents, hein, mais où factuellement, ils sont amenés à se retrouver souvent, plus souvent que les autres devant un écran. Les difficultés qu'ils peuvent connaître, c'est pas à cause de l'écran, mais c'est à cause tout simplement du manque de suivi et du manque d'interaction qu'ils ont par ailleurs. C'est-à-dire que le fait d'être devant un écran pendant 3 heures, le problème c'est de ne pas être en train d'interagir pendant 3 heures avec des camarades ou avec d'autres personnes. Exactement. L'écran, plus ça va et plus on commence à se dire que c'est un symptôme en fait de la qualité du fonctionnement familial. Donc après, des dysfonctionnements familiaux, il peut y en avoir plusieurs qui peuvent être liés par exemple, à des difficultés économiques des parents, qui peuvent être liés à des difficultés intrafamiliales, heu, qui peuvent être liés à parfois des problèmes, de santé mentale, d'un des parents ou des 2 parents et qui peuvent être liés aussi à des problèmes de santé mentale, en fait, des enfants. Les Oui. enfants qui vont être difficiles, par exemple, et agités, donc qui peuvent éventuellement présenter des symptômes de TDAH, ben, on a plus tendance à les mettre devant des écrans pour être tranquilles. Oui, donc TDAH, donc c'est ce qu'on appelle Trouble l'hyperactivité. déficitaire, voilà, trouble déficitaire de l'attention, hyperactivité. Et voilà, en fait, quand on aujourd'hui, on réduit beaucoup le problème des écrans et on dit: «Regardez, les enfants regardent beaucoup les écrans et c'est un problème». Donc oui, quand ils regardent beaucoup les écrans, c'est un problème et on a tendance à se réduire, simplement à ce raisonnement-là et en se disant: «Bah, en fait, il faut juste diminuer ton écran et les difficultés des enfants, en Mmh. fait, vont, disparaître». Sauf qu'en réalité, l'écran peut être symptomatique d'autre chose. Donc à mon sens, quand on voit un enfant qui passe énormément de temps devant les écrans, et clairement, plus de 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour pour un jeune enfant devant les écrans, c'est pas tolérable. Oui, Il parce faut que là, on parle s'interroger. d'enfants de 5-6 ans, enfin, je veux dire, on parle de Voilà, jeunes enfants, hein. il faut Ouais. s'interroger, en fait, plutôt que de supprimer l'écran, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui dysfonctionne dans cette famille Mmh. et éventuellement essayer d'apporter, de l'aide, une prise en charge, globale, enfin systémique, en fait, des difficultés familiales. Mais Pour en fait, c'est toute la différence, entre corrélation et causalité, ce que tu nous dis, en fait. exactement, C'est-à-dire que, heu, les études montrent que lorsqu'un enfant, mettons de 5 ans est 4 heures par jour devant un écran, c'est associé à des problèmes, mais c'est pas la cause des problèmes. exactement. Aujourd'hui, établir une causalité entre, l'exposition au numérique et le développement est très difficile et quasiment pas fait et je crois qu'il va falloir un peu sortir, de cet aspect causalité pour essayer vraiment de se dire: «Il y a probablement quelque chose d'autre qui se niche chez les enfants qui sont énormément, en fait, exposés au numérique» et là, il faut essayer de comprendre si c'est un dysfonctionnement parental ou un problème psychologique de l'enfant qui explique qu'il passe beaucoup trop de temps, en fait, devant les écrans ou que les parents le mettent Ouais. beaucoup plus devant les écrans. Et j'ai discuté avec un autre expert, qui s'appelle, Yann Leroux, je pense que tu dois le connaître aussi, Oui, oui. et justement qui m'a parlé d'une étude là-dessus qui faisait plutôt autorité, de 2019, qui a été publiée dans Nature, qui est une étude alors là qui est portée je crois sur 355 000 adolescents, hem et qui va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qui montre une absence, finalement quand on corrige tout ça, alors je crois que c'était, un effet, négatif des écrans sur le bien-être, mais de l'ordre de 0,4 donc Oui. quasiment Alors, nul. en fait, aujourd'hui, grâce aux études que l'on a, on peut avoir plusieurs, manières de regarder, en fait, notre lien au numérique. Donc sur les grosses études qui regardent notre lien au numérique, notamment l'étude, que Yann, a citée, ben, on voit qu'il y a une association très faible entre la consommation de numérique et par exemple, des symptômes de dépression. Donc ce qui est dit, en fait, dans l'étude, d'Orben, 2019, publiée dans Nature. Quand on regarde plus spécifiquement sur le jeu vidéo, on voit que globalement, les associations entre la pratique du jeu vidéo et les symptômes de bien-être sont très faibles et voire même à tendance positive.
Donc voilà. Après, si on regarde ceux qui sont en difficulté, parce qu'il y en a, on ne peut pas le nier, c'est là où il faut se demander d'où viennent en fait leurs difficultés. Et donc, on essaye d'évaluer des prédicteurs de ce qu'on appelle, nous, les usages problématiques et de ce que le public appelle souvent les addictions. Donc, l'addiction aux Oui. jeux vidéo ou l'addiction au numérique plus globalement. Et là, en fait, on essaye de repérer ce qui va prédire. Et ce qui va prédire, en fait, tout ça, ce sont des facteurs de fragilité, qui peuvent être des facteurs de fragilité psychologique, donc une prédisposition à l'anxiété, une prédisposition à la dépression. Ça peut être des facteurs de fragilité plus socio-économiques, donc difficultés intrafamiliales, et ça peut être des facteurs vraiment purement, on va dire, beaucoup plus économiques, donc des populations qui ont très peu accès à certains loisirs et qui sont en grande difficulté économique et qui vont se retrouver en fait plus favorablement, plus souvent en fait devant les écrans. Donc il y a ces populations globales qu'on regarde où on observe très peu d'effets, et après on va essayer de regarder ceux qui sont vraiment en difficulté. Donc les usages problématiques en France du numérique, c'est autour de 3,8%. Je dis de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas. Chez Mais les enfants, voilà, chez les moins de 18 ans. 3,8% de la population sur Ah, un de toute la échantillon population. représentatif. D'accord. Donc c'est estimé à 3,8% de la population sur un échantillon représentatif. Donc ça, c'est une étude de Lopez et Fernandez en 2022. Donc usage problématique du numérique. Et ces gens-là, bah, on sait qu'ils sont en difficulté. L'important pour nous, après, c'est de comprendre et d'aider en fait ces personnes qui ont une difficulté de rapport au numérique. Mais d'ailleurs, juste une petite question, on parle des enfants, nous, mais tu parles des 3,8%. Est-ce qu'il y a une surreprésentation des plus jeunes ou est-ce que ça concerne de la même façon tout le monde? Alors, dans l'étude de 2022 dont je te parle, c'est sur une population qui va entre 15 et autour de 70 ans, quelque chose comme ça. Donc, une Oui. population assez large. Dans une étude que j'ai sortie récemment, donc qui est sortie fin 2023, on a observé que, par exemple, l'âge pouvait être un facteur de vulnérabilité par rapport aux usages problématiques du numérique. Notamment, on voit que dans les classes d'âge entre 15 et 25 ans, ben, en fait, c'est eux qui sont plus à risque de développer des usages problématiques du numérique. Donc il y a bien une problématique spécifique chez les jeunes quand même. Il y a bien une vulnérabilité particulière chez Mm. les jeunes. Et il y a une autre étude qui est super intéressante, qui a été proposée par Orben, et je crois qu'elle date de 2021, j'espère pas me tromper, et qui parle en fait d'une fenêtre développementale de risque chez les adolescents. Donc elle a regardé des adolescents plus jeunes que nous. Nous, on s'est arrêté à 15 ans. Elle a été voir en fait, elle a pris une population plus globale et elle s'est intéressée notamment aux jeunes filles et aux jeunes garçons plutôt adolescents, donc adolescents et préadolescents. Elle a remarqué qu'il y avait une fenêtre de sensibilité à des difficultés au numérique chez les filles entre 11 et 13 ans, ce qui correspond à la puberté, et à 19 ans, qui correspond généralement au moment où on quitte le foyer familial. Et chez les garçons, elle a observé que cette fenêtre de vulnérabilité à avoir des problèmes au numérique, elle était un peu plus tard, donc je crois qu'elle est autour de 13-15 ans, ce qui correspond à la puberté des adolescents, cette fois, et 19 ans, comme pour les filles, parce que c'est le moment où on quitte généralement le foyer. Donc il y a bien, en fait, en fonction des âges, et chez les jeunes, des moments où on va être plus vulnérable à des usages problématiques du numérique. Chez les filles, ça s'explique bien, parce qu'arrivé à l'adolescence, à partir de 11 ans jusqu'à 13 ans, ben, les filles entrent dans l'adolescence, elles subissent des modifications corporelles, et par exemple, elles sont soumises aux réseaux sociaux à plusieurs idéaux corporels, et ça peut éventuellement affecter négativement, et c'est ce que montre la littérature, l'image qu'elles vont avoir d'elles-mêmes. Et ça peut, du coup, leur rapport au numérique peut devenir en fait dérégulé par rapport à ça. Et alors, je voudrais rebondir sur les révélations de Francis Hogan, qui travaillait chez Facebook, il y a maintenant 2 ans, qui avait sorti des études internes, qui n'étaient pas forcément des études publiées dans des revues scientifiques, validées par par des pairs, etc., mais enfin des études internes de Facebook, qui montraient justement, et c'est pour ça que je parle de Facebook et notamment d'Instagram, qu'il y avait un vrai problème justement de l'effet d'Instagram sur la santé mentale, notamment des jeunes filles, avec une accentuation des troubles liés à la perception de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, confirmé par la littérature scientifique. Alors, on voit que chez les jeunes filles, le fait d'utiliser beaucoup Instagram, donc c'est ce que dit la littérature, est associé, donc utiliser les réseaux sociaux hautement visuels,
est associée à une image corporelle plus négative. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il est possible en fait qu'elle fasse ce qu'on appelle des comparaisons ascendantes et ben, quand on se compare à des idéaux corporels et qu'on a 11 ans et qu'on rentre pas nécessairement dans les standards, parce que les standards, sont irréalistes quoi, on parle bien d'idéaux corporels Et et ben, souvent du coup, irréels, avec les filtres, ils sont souvent maintenant irréels avec les irréels. filtres. Mmh. Et ben, du coup, ça nuit à l'image, de soi et ça peut avoir, en fait, des conséquences sur d'autres aspects, heu, de leur santé mentale, en fait. Donc pour revenir à ça, la question, en fait, que soulève Frances Haugen, elle est intéressante. Même si, effectivement, on a besoin d'études et on a énormément besoin de collaborer avec les plateformes et il faudrait qu'ils soient aussi très ouverts au fait que l'on puisse travailler ensemble, nous chercheurs et eux plateformes, à essayer de Elles le résoudre font? ça. Elles le font Non. suffisamment? Non, Non? non, non, le DSA normalement prévoit ça, mais pour le moment, c'est Mmh. très difficile en fait de collaborer avec les plateformes sur ces sujets en fait de santé mentale. Le DSA, je rappelle juste, hein, c'est un règlement européen qui est en place depuis le 25 août 2023 et qui vise à réguler au niveau européen les grandes plateformes. Et parmi ces obligations, il y a une obligation, entre guillemets, de préserver la santé des utilisateurs, des jeunes utilisateurs, avec des obligations en termes de coopération avec les scientifiques. Ouais. Voilà. Donc en 2000, je crois que c'était en 2019, fin 2019, on avait écrit une lettre avec, plusieurs chercheurs mondiaux, pour demander justement, avant cette, sortie du DSA, pour demander à avoir, des collaborations étroites avec, par exemple, Meta, pour qu'on puisse un peu comprendre ce qui se passe par rapport à ces plateformes. Donc on n'a pas reçu de réponse de Mark Zuckerberg, alors que ça a été signé par des centaines de chercheurs internationaux, Mmh. certains de très grande qualité. C'est un peu dommage. Donc pour l'instant, en fait, cette collaboration, on ne l'a pas et on aurait besoin de l'avoir. On aurait besoin de l'avoir notamment pour évaluer, l'impact des designs et aussi des filtres, sur la santé mentale, en fait, des enfants et des adolescents. Ce qu'on pense, enfin moi ce que je pense, mais je pense pas être la seule, c'est que certains designs, comme les timelines infinies ou les algos qui vont pousser certaines formes de corps comparativement à d'autres, bah, peuvent en fait accélérer les difficultés que vont avoir certains ados ou certaines adolescentes par rapport à leur image corporelle. Le design pourrait être une forme d'accélérateur des difficultés et venir en fait causer, des problèmes d'image de soi ou des usages problématiques. Mais ça, en fait, pour réellement arriver à mettre en évidence tout ça et de manière, on va dire très propre, ben, il faudrait que l'on puisse avoir, Mmh. des collaborations étroites avec les plateformes. Je précise que quand tu parles du design d'une plateforme, c'est pas uniquement esthétique. C'est ce qu'on appelle l'interface utilisateur, c'est-à-dire que c'est à la fois là où effectivement où sont placés les boutons, le fait que les vidéos, notamment sur Instagram et sur TikTok, parce qu'Instagram a copié TikTok avec les Reels, mais enfin ça vient de TikTok, sont en plein écran avec un défilement infini. Et le design, en fait, tu parles aussi de ce qui est un peu sous le capot, c'est-à-dire les algorithmes qui vont Alors identifier quand une jeune fille va regarder tel type de corps, lui proposer d'autres vidéos avec uniquement ce type de corps et qui peut accentuer voilà. peut-être une anxiété. Donc la question des algorithmes et aussi alors quand je dis design, en fait, moi j'entends plus les designs prédateurs. Donc les designs prédateurs, donc on parle ici, en anglais on utiliserait le terme dark pattern. Donc Mm. c'est des designs prédateurs qui sont là, en fait, pour capter ton attention ou te pousser à interagir, en fait, avec l'interface. Ces designs prédateurs, ça peut être par exemple sur Instagram, le fait d'avoir une story qui est présente en temps limité. Bah, le fait qu'elle soit présente en temps limité et qu'elle disparaisse au bout de 24 heures, bah, ça va t'inciter à aller cliquer plus favorablement sur cette story pour voir en fait. Et donc ça contribue à l'engagement que tu vas avoir dans la plateforme. Et donc ça contribue au final à la monétisation de ton attention. Donc ces designs prédateurs, ils sont là, grosso modo, pour garder, capter ton attention. Et ce que je pense, c'est que chez les personnes plus fragiles, donc qui présentent des fragilités, par exemple en termes d'estime de soi corporelle, en termes de dépression, en termes d'anxiété, bah, certains de ces designs vont venir d'une certaine manière se cumuler, accélérer les difficultés de ces jeunes par rapport à l'usage de ces plateformes. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait suffisamment d'études, ce qui n'est pas le cas encore pour le moment, mais sur l'impact de ces designs pour proposer des régulations au niveau européen ou pour proposer justement la possibilité d'avoir des paramétrages des plateformes qui permettent, pour ceux en difficulté, bah, de s'extraire en fait de ces designs prédateurs. Et aujourd'hui, on n'y est pas.
Oui, parce que finalement, une mesure de régulation, alors tu précises c'est au niveau européen, c'est vrai qu'on rappelle la régulation des plateformes se fait au niveau européen et pas au niveau français. Ça pourrait être une piste. Alors il y a déjà des éléments dans le DSA, mais qui sont pas très précis. Et ce que tu nous dis, c'est que ces études permettraient de porter au niveau européen une régulation bien plus concrète, c'est-à-dire Oui, d'interdire, ou par exemple, soit d'interdire, je sais pas, les stories qui disparaissent en 24 heures, soit d'interdire le fil infini, soit au moins de permettre, dans le contrôle parental, de le désactiver, par exemple. exactement. Bah, ça, Et ce donc serait on aura une vraiment application faite pour les enfants, mais vraiment sans ces designs qui sont faits pour aspirer l'attention, quoi. exactement. Enfin, l'important pour moi, ce serait vraiment donc il y avait vraiment ce volet-là et après, donc il y a vraiment ce volet de régulation, mais au préalable de compréhension, en fait, de l'impact de ces designs prédateurs, pour ensuite venir proposer des régulations et d'un autre côté, il y a aussi, et c'est très important de le dire, un volet éducation numérique qui n'est pour le moment pas du tout dans les perspectives du gouvernement et ce qui est très dommage. Donc, j'ai l'impression que le gouvernement et notamment, avec ce comité est plutôt dans l'idée d'interdire, de réguler, c'est des termes qu'a utilisé, Emmanuel Macron. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, hein, interdire Voilà. ou restreindre. Alors que, aujourd'hui, ben, je pense qu'on peut gagner en qualité de vie et en santé mentale si on éduque aussi correctement les jeunes au fonctionnement de ces plateformes. On peut supposer que si on leur explique comment ça marche, parce qu'ils sont pas idiots, il faut arrêter de penser que les jeunes, c'est voilà, les enfants, ils comprennent très bien. Bah, peut-être qu'ils feront plus preuve de ce qu'on appelle nous la métacognition, donc c'est la conscience de leur propre traitement des informations et ils auront peut-être plus de facilité à s'extraire en fait de certains designs. Par exemple, les timelines infinies. On pourrait imaginer qu'un enfant se dise: «Je vais aller sur TikTok, mais maintenant je sais bien j'ai bien compris que le fil infini en fait, ben, il capte mon attention et j'ai du mal à m'arrêter». Bah, je pourrais oui, on pourrait arriver à des situations où les enfants pourraient se dire: «Je fais 10 minutes sur TikTok et après je me mets un chrono et après je passe à autre chose». Bah, en fait, si on arrivait à ça, ce serait génial. On pourrait Mais faire en enfin, sorte d'avoir des citoyens beaucoup plus éclairés et beaucoup plus en contrôle de leur rapport au numérique. Et ça, c'est bah, une si je forme peux d'éducation. oui, alors justement, c'est le mot éducation, encore faut-il que les parents le comprennent. Pour expliquer quelque chose à son enfant, il faut le comprendre soi-même. Or, c'est une L'éducation, sensibilisation qui concerne les parents. c'est l'éducation au numérique, ça ne peut pas se limiter aux enfants. Ça doit se Ah limiter oui. ça doit en fait s'étendre dans la population, donc à la fois les parents, parce que les parents sont énormément démunis, notamment, face au contrôle parental. Tout le monde n'est pas capable de mettre un contrôle parental sur le téléphone de son enfant, c'est bien dommage et aussi, heu travailler avec le corps enseignant sur ces questions-là, parce qu'eux aussi, étant en contact des enfants, doivent maîtriser en fait les bases, de cette éducation aux médias pour pouvoir, leur venir en aide s'il y a des difficultés. Oui, mais comprendre, quand on est sur Instagram, sur TikTok, qu'un algorithme n'est pas anodin, qu'une mise en page n'est pas anodin, que la vidéo qui défile en plein écran, c'est pas anodin, que les stories 24 heures, c'est pas anodin. Moi, je pense que, une part, infime de la population, le sait. Je vais pas dire le comprend parce que comme tu le dis, tout le monde peut le comprendre. C'est pas très compliqué à comprendre d'ailleurs. Mais, le problème, c'est que cette information, elle n'infuse pas du tout, les parents non plus, parce qu'elle est encore trop peu connue. Bah, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, on distille une forme de défiance par rapport au numérique en disant enfin, là, j'ai vu, je crois que c'est un député qui disait, to «TikTok, ça rend les enfants complètement débiles, il faudrait Oui, l'interdire». Sylvain Maillard qui est, un député, mais qui est le patron des députés de la majorité. Et ben, en fait, le problème, c'est qu'on pourrait éventuellement améliorer le rapport au TikTok parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut légiférer pour interdire TikTok sur le territoire français, je ne sais pas. Mais par contre, Techniquement, ça va c'est compliqué. Techniquement, je crois que c'est pas la Commission européenne ne laisserait pas passer, en tout cas, je pense. voilà. Donc après, la question, en fait, qu'on peut se poser, c'est comment, en fait, on fait maintenant puisque les enfants y sont? Certains Mmh. font des activités intéressantes sur TikTok. Certains créent, en fait, des animations. D'autres font des tutos de choses et d'autres, de do it yourself. D'autres font, des commentaires de livres et cetera. Donc il se passe des activités intéressantes sur TikTok. Après la question, c'est plus contrairement à ce que pense, ce député et la question maintenant, c'est plus de savoir bah, comment en fait on aide la population à gérer ce rapport à cette plateforme-là? Et là, bah, en fait, je pense qu'il y a énormément de choses à expliquer par rapport à ça. Si déjà les parents comprennent comment fonctionne TikTok, ils sont plus à même de venir en aide à leurs enfants et plus à même en fait de leur fixer des limites et de débriefer avec eux s'il y a en fait des difficultés.
Je pense qu'avec des mots très simples, les enfants sont très capables de comprendre comment fonctionne une plateforme et pourquoi en fait ça fait ça, pourquoi le fil est infini, et cetera. Donc après, on sera plus capable en fait de les aider à s'en prémunir. Mais ça Et est-ce se que fait pour toi, il y voilà. a, est-ce que pour toi, il y a un cas spécifique à TikTok? Ou est-ce que c'est pareil qu'Instagram? C'est compliqué TikTok, enfin, TikTok, c'est compliqué. C'est compliqué parce que oui, il y a cette histoire de des films infinis. C'est compliqué parce que c'est quand même, la plateforme chinoise parmi, les plateformes américaines qui est très connue. On sait qu'il y a une forme d'inquiétude par rapport à la collecte des données qui est faite, en fait, dans TikTok et la manière dont l'algorithme fonctionne. Voilà. C'est TikTok, c'est assez compliqué. Heu, de là à dire TikTok est plus prédateur que, par exemple, Snapchat, bah, en fait, pour moi, il y a des designs prédateurs dans Snapchat, comme il y a des designs prédateurs, en fait, dans TikTok. TikTok, c'est clairement les vidéos et les lots, en fait, de vidéos qui vont être proposés, parce qu'en fait, on a des blocs de vidéos qui vont être recommandés en fonction d'autres vidéos qu'on a vues. Mmh. Sur Snapchat, bah, le système des flammes, pour moi, est hyper prédateur et hyper, contraignant également. Donc Alors, tu peux rappeler ce que c'est que le système des flammes? Parce que c'est assez intéressant, je trouve. Alors, de mémoire, parce que je suis pas une grande utilisatrice de Snapchat, mais en fait, tu dois, aller, visionner un certain nombre de contenus pour, conserver, en fait, tes flammes, Mmh. sinon tu les perds. Oui. D'accord, oui, donc ça t'incite à revenir tous les jours. En fait, Voilà, il faut enchaîner, renvoyer des flammes. voilà, si tu te Mmh. connectes pas une journée, bah, tu perds, en fait, tes flammes et du coup, bah, tu es obligé de recommencer. Ouais. Donc c'est pour moi, ça fait, en fait, appel à la version à la perte, qui est un biais, cognitif, en fait et c'est clairement une petite enfin, c'est une manipulation. Donc une prédation, en fait, de l'attention. Je vais retourner sur Snapchat pour garder, en fait, mes flammes. Oui, mais parce que, il faudra enfin, ces plateformes, en fait, elles sont aussi conçues, j'imagine, avec, certains de tes confrères ou certaines de tes consoeurs. C'est-à-dire quand, ce que je dis, non, mais c'est vrai aussi, j'imagine que ces entreprises, Snap, Meta, TikTok, j'imagine qu'elles s'appuient justement sur des spécialistes du sujet pour mettre en place ces designs prédateurs. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas prédateurs par hasard. Alors, en fait, ils sont pas prédateurs par hasard, mais après, il faut comprendre que, si tu parles des psychologues qui font de l'ergonomie, clairement, leur objectif, le psychologue ergonome, c'est pas, en fait, de monter des systèmes de prédation, c'est Mmh. d'améliorer l'expérience des utilisateurs, en améliorant la qualité du design, la navigation et cetera. La question, en fait, de la monétisation, c'est pas un truc qui est produit par les psychologues. C'est Mmh. clairement un modèle économique qui est défini en équipe, j'imagine, avec, quelqu'un, en fait, qui va monter un modèle économique en disant: «Bah, en fait, pour monétiser, il faut qu'on monétise l'attention. Pour monétiser l'attention, on va utiliser tel système» et après, bah, effectivement, ce système est implémenté. Donc c'est pas qu'une question, en fait, de psychologue. On a tendance à aujourd'hui à jeter beaucoup, l'opprobre sur, les psychologues et les Ah non, cognitifs qui font c'était pas ou du tout les le but ergos, de c'était pas du tout d'accord. le but de ma question, hein. C'était juste pour comprendre. J'imagine qu'ils travaillent aussi avec des psychologues, pour le mettre au point, c'est tout. C'était pas du tout Oui, pour jeter le discrédit alors sur la les profession. psychologues ou des gens qui font du marketing et le marketing, ben, j'imagine que tu connais un petit peu, c'est quand même aussi une discipline qui sait se nourrir des aspects sociaux, des aspects psycho et cetera. Les psychologues, faut quand même pas oublier, en fait, qu'on a aussi un code de déontologie et Mmh. même en ergonomie, en fait, qui, nous incite à ne pas nuire aux utilisateurs. Donc je pense qu'il y a pas forcément besoin que des psychologues pour monter, en fait, des designs prédateurs. Après aussi, ce qui est observé dans l'arrivée, en fait, de design prédateurs, c'est qu'ils peuvent aussi relever de ce qu'on appelle les A/B tests. Les A/B tests, en fait, c'est j'ai une interface et je vais la comparer à et je vais la comparer à une interface B. Et l'idée, c'est de voir, en fait, quelle interface produit le plus de rentabilité. Et parfois, dans ces comparaisons qui vont durer un certain temps, donc certains utilisateurs vont avoir l'interface A, d'autres vont avoir l'interface B, ben, en fait, dans ces comparaisons, parfois, eh ben, ils vont garder celle qui est la plus rentable. Et celle qui est la plus rentable, parfois, peut faire émerger un nouveau design prédateur. Mmh. Donc, ces conceptions en A/B, il faudrait aussi qu'on réfléchisse aux conséquences que ça peut avoir, parce que Mmh. certaines peuvent amener à la création de design prédateurs. Et donc, ça renvoie à toute la crise de l'éthique dans le design et dans l'ergonomie que l'on a aujourd'hui, qui amène plusieurs concepteurs et plusieurs ergonomes à s'interroger en fait sur ce qui est fait et dans quelle mesure on sert encore les utilisateurs et pas trop les entreprises. Oui, c'est-à-dire qu'on conçoit 2 systèmes qui font appel à des mécanismes psychologiques différents et en fait, on voit qu'il y en a un qui fonctionne et même si on comprend pas l'entièreté des mécanismes, on est pragmatique et on se dit: «Ça fonctionne» et on se pose pas de questions, quoi. Exactement.
Voilà, et là, en fait, ben, il va falloir se poser des questions éthiques sur cette Ouais. question, et cette crise éthique, ça fait, plusieurs années, qu'elle existe, notamment en psycho et en design, et il y a vraiment, en fait, des réflexions sur cet aspect-là, mais pour le moment, en fait, les avancées, on voit qu'il y a toujours des designs prédateurs, notamment dans les grandes plateformes, du numérique. Alors, j'ai une dernière question sur une recommandation assez classique qu'on entend souvent, c'est le pas d'écran avant 2 ou 3 ans, selon les versions. C'est la plus simple en général à comprendre. Est-ce qu'elle est toujours vraie aujourd'hui, selon l'état de la connaissance? Alors, la recommandation, c'est, les recommandations de santé publique. Donc moi, Ouais, les recommandations de santé publique, il m'appartient pas de les avouer ou pas. Après, ce que je peux dire, par rapport à ça, c'est que c'est 1 heure d'écran à 3 ans, et on peut, en fait, améliorer encore ces recommandations. On peut les améliorer en expliquant que c'est 1 heure à 3 ans avec un adulte qui est présent et qui regarde le contenu avec l'enfant, et sur lequel ils vont interagir. Le co-viewing est un facteur d'amélioration, et c'est montré dans certaines méta-analyses, du développement du langage. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le parent regarde le dessin animé avec l'enfant, et ben, ils échangent, et ça permet, en fait, de développer le langage. Donc l'idée aussi de produire des contenus qui vont être de qualité, et aussi, peut être aussi un facteur d'amélioration du développement cognitif et du langage. Donc, quand on produit un contenu éducatif, et ben, en fait, on va améliorer, les compétences langagières aussi, mmh. des enfants. C'est montré dans la même méta-analyse de 2020 de Madigan. Donc les recommandations en termes d'heures, il faut essayer d'y coller. Mais si après, vous êtes avec votre enfant, que vous regardez un Miyazaki, que ça dure 1 h 20, donc vous dépassez de 20 minutes, mais que vous êtes en train de regarder avec lui, vous partagez ce moment, vous échangez, et on est sur un contenu, enfin, il y a une narration, en fait, dans un Miyazaki. Ben, là, en fait, je ne vois pas le problème. Donc Oui, vraiment, je pense Miyazaki, que c'est un dessin animé. Je précise, ceux qui ne voilà, connaissent pas Miyazaki. oui, c'est des petites références, Oui, oui, manga, très bonne référence, mais je précise quand même. d'accord. Mais, en tout cas, je pense que par rapport à ces recommandations, il faut essayer de s'y tenir. Mais si on prend le parti de se dire: «Ça peut être aussi un moment partagé avec mon enfant, je ne le laisse pas seul devant l'écran, on regarde quelque chose d'intéressant», et ben, parfois on peut déroger, de 20 minutes, voire une demi heure, c'est pas très grave, je ne pense pas que ça Mmh. impactera négativement l'enfant. La Oui, donc question, c'est le problème, c'est plus de laisser l'enfant tout seul ouais. devant l'écran, même 1 heure, c'est pas tellement recommandé, pendant qu'on fait autre chose. Donc c'est dur, je comprends, parce que quand on est toute seule, par exemple en famille monoparentale, ce qui est mon cas, bah, des fois on a besoin d'un peu de temps pour soi. Mais il faut clairement éviter, et arrêter de culpabiliser parce que son enfant regarde la télé. À partir du moment où on est là, en fait, pour moi, je ne vois pas trop, le problème. Il faut pas que ça dure 5 heures, mais si on regarde 1 heure ou 1 heure et demie à 3 ans, parce que le dessin animé dure 1 heure et demie, ou Walt Disney dure 1 heure et demie, en fait, il faut arrêter de se mettre la patte au courbouillon et de se dire qu'on est en train de foutre en l'air, en fait, le développement cognitif de notre enfant. Si on interagit avec lui pendant le dessin animé, normalement, il y a pas de souci. Bah, c'est ce que finalement, on revient un peu au point de départ, c'est-à-dire que le problème, c'est pas tant l'écran, c'est le manque d'interaction et que s'il y a une interaction, a priori, on peut accompagner une bonne exposition, entre guillemets, à l'écran dans le cadre Voilà, du raisonnable et compte tenu de l'âge de l'enfant, bien évidemment. exactement. L'écran, ça doit être raisonné, et en fait, ça ne doit pas se substituer à d'autres interactions à l'intérieur de la famille, et ça ne doit pas se substituer à d'autres activités créatives ou physiques. Donc l'idée, c'est d'en avoir un petit peu, et pour moi, une journée équilibrée pour un enfant, c'est, et peut-être un peu de dessin animé, mais aussi un peu de lecture, un peu de sortie physique, un peu d'échange ou de jeu avec les parents, et voilà. Et à partir du moment où on se tient à ça, bah, le numérique ne devient que une toute petite partie de la journée parmi d'autres, et donc normalement ne doit pas être nuisible. Ben, merci beaucoup, Séverine, Herrel. Je rappelle, hein, tu es maîtresse de conférences en psychologie, cognitive à l'université Rennes 2. Merci d'être, revenue dans Métadonnées, sur ces informations et sur, ces débats autour des effets des écrans sur les enfants. Je pense que c'est très important de prendre le temps de revenir sur le sujet. Merci beaucoup, Séverine. Merci de nous avoir suivis, dans Métadonnées. Cet épisode, comme tous les autres, est évidemment à retrouver sur le site Tech Co et sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Merci encore pour votre fidélité. À très vite.